Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer. Merci d'être présents ce soir à l'ENS. Donc, nous sommes réunis pour une discussion autour du thème parti et contre-société. On a conscience que c'est un peu vague, mais donc je suis particulièrement honoré de la présence de nos deux intervenants, Rémi Lefebvre et Boris Vallaud. Rémi Lefebvre, vous êtes politiste et sociologue, professeur à l'université et à l'IEP de Lille. Vos travaux portent notamment sur les partis politiques et en particulier sur les partis de gauche. Votre réflexion et vos écrits ont inspiré le choix de thème de ce soir et sa problématisation. Vous avez aussi été un temps observateur du PS de l'intérieur et désormais plutôt de l'extérieur. Donc, et merci de votre présence. Boris Vallaud, vous êtes toujours à l'intérieur du Parti socialiste et même au cœur de ce parti puisque vous êtes candidat, oui pour l'instant, puisque vous êtes donc président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale depuis 2022 et que vous avez récemment déclaré votre candidature pour le prochain congrès du PS. Vous êtes député des Landes depuis 2017. Auparavant, vous exerciez la fonction de secrétaire général adjoint de l'Élysée. Vous êtes ancien élève de l'ENA, mais vous critiquez la politique en vase clos, notamment dans votre dernier livre, En permanence, qui a aussi nourri l'envie d'explorer cette thématique. Merci d'avoir libéré ce temps ce soir pour être avec nous. En guise d'introduction, et pardon d'être un peu long, mais elle va servir pour l'ensemble de ce cycle du Cercle Lucien R que nous allons consacrer à la question de l'organisation en général à gauche. Donc d'autres événements dans ce genre sont à prévoir et vous serez évidemment prévenus. Aujourd'hui, on peut s'accorder pour dire que la gauche est très affaiblie. Malgré l'élan du NFP, elle ne pèse que 30% de l'électorat. La France a pourtant connu des mouvements sociaux très intenses ces dernières années, mais la gauche politique n'a pas semblé apte à prendre appui sur eux. Cette situation critique légitime qu'on s'interroge en profondeur sur les partis de gauche. On peut proposer de réfléchir à partir d'une hypothèse matérialiste, c'est-à-dire que quand on étudie un mouvement politique, on s'intéresse d'abord à son objectif, c'est-à-dire en fait son programme, et ensuite aux moyens dont il dispose. Concrètement, parmi ces moyens, il y a bien sûr ceux qui permettent d'accéder au pouvoir politique, donc toutes les modalités de la propagande, l'implantation locale, les militants, etc. Mais dès le pouvoir acquis, et c'est la spécificité de la gauche, car elle veut transformer une société qui existe déjà, la mise en œuvre du programme va se heurter à des résistances. Un deuxième combat commence alors, et il faut aussi en avoir les moyens. La question de ces moyens concrets de la politique est assez peu présente dans les débats, y compris les débats internes à la gauche, mais nos deux intervenants, chacun à leur manière, se sont pourtant intéressés au sujet. Rémi Lefebvre notamment dans les recherches qu'il a consacrées au PS et la FI comme modèle partisan concurrent, et Boris Vallaud dans En permanence, dans lequel vous insistez sur l'importance pour la gauche de retrouver son rôle social. On sait que si la gauche est aussi fragile aujourd'hui, c'est aussi en grande partie parce qu'elle a déçu au pouvoir. La gauche est apparue défaillante dans l'application de son programme. On peut faire l'hypothèse que cette faillite s'explique par une emprise trop lâche du parti sur la société. En effet, le programme, aussi concret qu'il soit dans ses dispositions, n'est qu'un texte. Et si l'élection est gagnée, il faut que le parti soit suffisamment ancré dans la société pour lui assurer un soutien populaire massif et stable, et ainsi défendre et contrôler sa mise en œuvre, alors même que ce qu'on appelle les verrous du capitalisme s'actionnent. De nombreux exemples historiques semblent confirmer ce point de vue. Par exemple, la prépondérance de la SFIO et du PCF après la Seconde Guerre mondiale rendait impossible tout retard ou remise en cause dans l'application des mesures sociales. Ainsi, la société ne se transformerait qu'à raison de la pression mise par les partis de gauche et leurs relais. Il faut que l'objectif de transformation sociale apparaisse largement incontournable, ce qui rend intolérable pour la population tout renoncement après la prise du pouvoir. Lénine, en 1922, l'avait identifié dans une phrase qui a été beaucoup discutée à gauche. Je cite « On ne peut pas séparer mécaniquement les questions politiques des questions d'organisation. » Si on reformule ce propos, cela veut dire qu'en fait, on mène toujours le programme de son organisation et les fragilités organisationnelles d'aujourd'hui sont les trahisons programmatiques de demain. La question a aussi un intérêt défensif puisque, en cas d'échec électoral et d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ce réseau serait le dernier refuge d'où la lutte pourrait recommencer. Difficile donc d'invoquer l'urgence électorale pour repousser l'ancrage social dans un futur hypothétique. En somme, le rôle du parti serait bien d'édifier une contre-société, au sens où ce mot était employé par le SPD
au début du XXe siècle. C'est-à-dire un écosystème autonome assumant un rôle de politisation de la population par son inscription concrète dans les rapports sociaux. Pour ce faire, le parti doit être capable d'exister en dehors des campagnes électorales. Il doit se montrer utile, être un lieu de sociabilité, de formation, de solidarité concrète. Cette utilité est la première marque de la force qu'il doit retrouver, puisqu'elle est déjà le signe d'une résistance, presque un avant-goût de la vraie victoire. Toutefois, il serait illusoire de vouloir revenir aux partis de masse ou aux partis de classe que l'on idéalise, entre guillemets, dans le PC des années 50-60. Les classes sociales et le monde du travail ont muté, ils se sont complexifiés, on parle d'individualisation, d'atomisation. Ces évolutions ont été théorisées dès les années 90 par des sociologues comme François de Singly, plutôt à droite, mais aussi Robert Castel, plutôt à gauche. Et nous verrons avec Rémi Lefebvre qu'il faut mesurer aussi l'effet que ce paradigme sociologique a eu en retour sur les partis eux-mêmes, leurs pratiques, et donc en fait l'effacement de certaines pratiques collectives, ce qu'il restait aussi de la contre-société socialiste. Toutes ces observations peuvent paraître datées ou anachroniques dans la mesure où il n'existe plus de partis de masse aujourd'hui. Mais cette apparence d'obsolescence est-elle d'abord due à un changement irréversible de la société ou bien à l'affaissement de nos propres organisations? Sommes-nous définitivement condamnés ou bien seulement paralysés par l'intériorisation de notre propre faiblesse? À partir de ce constat, soit on accepte cette société individualisée et cela emporte des conséquences dans la forme de l'organisation. On peut dire que c'est l'approche du PS dans les années 90-2000 et plus explicitement et récemment encore à l'AFI, même si c'est paradoxal. Ou alors, autre option, on critique cette atomisation et on tente de bâtir les embryons d'une nouvelle contre-société. C'était l'ambition singulière du socialisme dès le XIXe siècle. Lutter contre un ensemble de rapports sociaux qui séparent les hommes entre eux, les mettent en compétition les uns avec les autres. Certains ont pensé dépasser le parti. Il était complètement discrédité, il est vrai, mais pour reprendre les propos de la politiste américaine Jodi Dean, on peut dire, je cite, qu'aujourd'hui, le rejet du parti lui-même est démodé. Même s'il ne faut pas oublier les grandes tares des partis traditionnels. À gauche, aujourd'hui, on s'accorde pour prôner le retour au peuple. Il faudrait parler aux classes populaires. Mais parler n'est pas suffisant. L'enjeu de cette table ronde va être de discuter des modifications nécessaires de l'organisation du parti, de l'adaptation de ses pratiques militantes, pour qu'il devienne ce lieu de politisation et d'agrégation adapté aux coordonnées du XXIe siècle. Donc, je propose qu'on commence la discussion par une question à Boris Vallaud. Dans votre livre En permanence, vous remarquez la déconnexion entre la gauche politique et les expériences vécues des gens. Si le rôle du parti est bien d'être un vecteur de politisation, est-ce que la déconnexion que l'on constate est liée au caractère dysfonctionnel des partis, et est-ce que c'est vrai pour le PS? D'abord, merci beaucoup de votre invitation et puis d'être là si nombreux. Peut-être, il y avait plusieurs questions dans la question, je ne vais pas l'esquiver, mais dans le constat que tu as évoqué, que je faisais, notamment dans mon livre, une déconnexion entre la gauche politique et les attentes de la population, je voudrais le restituer dans le contexte des dernières élections législatives. Je suis élu dans le département des Landes depuis 2017 et je succède à Henri Emmanuelli dans une circonscription qui lui était acquise depuis 1978. Dans un département historiquement ancré à gauche et dans lequel nous menons des politiques socialistes depuis maintenant des décennies. La première fois que je suis élu, il y a le vent ou le raz-de-marée de la République en marche et le Rassemblement national fait 9% au premier tour. En 2022, il fait 18%. En 2024, il fait 36%. Et pour la première fois de l'histoire politique des Landes, nous avons des candidats du Rassemblement national au second tour dans les 3 circonscriptions. Et je suis le seul des 3 députés sortants avec 1,5 point d'avance sur le Rassemblement national. Je l'emporte avec, je crois, 56% des voix. Et ça veut dire que 44% des Landais ont considéré qu'il était plus utile à leur vie de mettre un bulletin Jordan Bardella qu'un bulletin Boris Vallaud. Et le soir de ces résultats, j'ai d'abord ceux de ma petite commune de 600 habitants où je suis depuis plus de 40 ans qui viennent, j'ai quelques voix d'avance et je sais que tout ça va mal se terminer. Je suis réélu, mais j'en
ressens aucune espèce de satisfaction, aucune espèce de joie. J'ai évidemment, comme beaucoup d'élus, comme premier sentiment celui presque de la blessure narcissique, de la déception amoureuse. Quand je dis ça, c'est qu'on passe tellement de temps dans notre circonscription, en tout cas pour ce qui me concerne, tellement de temps auprès des Landaises et des Landais, dans ma permanence, à me poser en permanence la question de la distance de ma propre vie à celle des hommes et des femmes que je représente, avec le vertige de la représentation. Je passe tellement de temps à essayer d'entendre, d'écouter, d'apprendre à écouter. Chacun d'entre nous pense qu'il sait écouter. Mais nous n'écoutons pas vraiment quand on juge. Et d'évidence, on est encombré de soi-même, on est encombré de son histoire, on est encombré de son statut social, on est encombré de ses études quand on reçoit des gens dans sa permanence. Et tout ce travail-là, le soir de l'élection, me paraît pas vain. J'ai remporté ces élections législatives, mais enfin, je sens comme une sommation. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir comme premier sentiment celui de la culpabilité. Est-ce que j'en ai fait suffisamment pour que le pays ne se retrouve pas au bord du gouffre? Pour que dans ma circonscription, des hommes et des femmes ne soient pas prêts aux aventures les plus dangereuses? Et d'évidence, la réponse est pour partie dans le résultat du scrutin. Je me demande si, en effet, nous ne sommes pas à côté de la plaque dans ce que nous défendons à l'Assemblée nationale, par rapport à ce qui est attendu dans les cours des fermes, dans les couloirs des EHPAD. Et puis je formule la chose de la façon suivante, de façon un peu abrupte. Je me pose la question de savoir si nous, la gauche, qui avons pour ambition d'ébranler l'ordre établi, nous ne sommes pas, d'une certaine manière, devenus nous-mêmes l'incarnation de l'ordre établi, et qu'il va falloir nous-mêmes nous secouer, nous-mêmes nous ébranler, dans notre façon de faire de la politique. Et quand je dis ça, c'est que j'ai en face de moi une candidate du Rassemblement national que personne ne connaît, qui n'a pas sa tête sur les affiches, qui a refusé les débats à France Bleu Gascogne, ce qui ne se fait vraiment pas, qui a refusé de venir débattre devant les agriculteurs, et qui est en passe de me battre. Et après, évidemment, je dis ça à mes collaborateurs, à mes militants, mais pour les secouer un peu. Je leur dis, vous voyez, 9%, 18%, 36%, la prochaine fois, je suis battu avec 72% au premier tour. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le sentiment qui est le mien, c'est que la politique manque de vérité et de sincérité dans son rapport au réel, dans son rapport aux vies vécues. Que la politique, à bien des égards, ne parle que d'elle. Là où la question que se posent tous nos électeurs, c'est que savent-ils de nos vies? Vous savez, on dit qu'on est toutes et tous à 5 poignées de main du président de la République. Mais moi, je peux vous dire que mes paysans de Chalosse qui ne vivent pas de leur travail, que mes aides-soignantes dans les EHPAD, qui aimeraient bien faire leur métier, mais qui ne le peuvent plus parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, que cette maman d'un enfant en situation de handicap qui essaie d'inventer un avenir à son enfant, je peux vous dire que tout cela se demande à combien de poignées de main, combien de milliers de poignées de main le président de la République est d'eux. Et il se demande, pour nous tous, représentants politiques, à combien de poignées de main nous sommes de leur vie. Et je reboucle quand même, parce que j'ai bien compris l'intitulé du sujet, avec la question des partis politiques. Si les élus ont cette déconnexion avec les partis politiques, il est vraisemblable, avec le peuple, on va dire, il est vraisemblable que les partis eux-mêmes ont perdu ce lien. On y reviendra, mais les partis politiques n'échappent pas à la désaffiliation de la population, la désaffiliation politique. Vous savez, dans nos campagnes, dans les Landes, il y a 20 ans, vous pouviez dire maison par maison, et on faisait les campagnes électorales comme ça, qui votait quoi? Et on disait non, t'emmerdes pas, là c'est une maison de droite, tu vas pas gagner une voix. Là c'est une maison de gauche, on y va. Et puis il a un fils, on va voir s'il est allé voter au premier tour. On savait, sans bourrer les urnes, les résultats des sénatoriales à l'avance, parce que conseil municipal par conseil municipal, on disait lui il est avec nous, et non il n'est pas avec nous. Voilà. Maintenant vous avez des listes divers rien. Et dans ces listes divers rien, je peux vous dire qu'il y a de tout. Et donc il y a cette perte, enfin, les partis politiques ne recrutent plus, ou recrutent mal, parce qu'il y a cette désaffiliation politique. Parce qu'il y a cette atomisation de la société. On en reviendra sur la question de l'individualisme. Cette atomisation,
j'allais dire au sens étymologique du terme. Le néolibéralisme nous a réduit à l'état d'atome, et nous a isolés les uns des autres. Et les lieux de sociabilisation, les lieux de partage, finalement, manquent. Et dans les Landes, comme dans beaucoup d'endroits, les militants sont assez homogènes sociologiquement. Je pense que c'est moins vrai dans un département comme les Landes, pardon, pour les militants socialistes parisiens, que peut-être dans les centres-villes. Ce qui me rappelle une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec Ed Miliband, qui, faisant l'analyse de la victoire de Corbyn, tu t'en souviens, inattendu, puisque tout le monde s'apprêtait à faire sécession et à partir, et à planter Corbyn une fois qu'il aurait planté le Parti travailliste. Ed Miliband me dit, en fait, la réalité, c'est qu'au soir des élections où il y a eu cette grande victoire populaire, nous avons pris conscience que nous avions été pendant très longtemps le Parti travailliste du centre-ville de Londres. Et à bien des égards, il faut dire que nous sommes devenus Parti socialiste du centre-ville de Paris. Et que nous avons besoin d'aller militer, et on verra comment, pour se ressaisir de ce retour aux choses humaines, je vous le dis, qui est absolument nécessaire pour ne pas être dans l'abstraction, mais dans la vérité des vies vécues, et que les gens affrontent le plus souvent avec beaucoup de courage. Voilà, c'est un propos introductif un peu long. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez réagir, M. Rémy Lefebvre, sur l'individualisme, sur aussi le recul du PS dans sa relation avec les gens? Eh bien, d'abord, bonsoir à tous et très très heureux de participer à ce débat. C'est vrai que faire un débat sur la forme partisane et les partis, bravo. En général, ça n'intéresse pas grand monde. Alors que moi, je suis convaincu que c'est extrêmement important. Hein, voilà, que moi, je suis enseignant-chercheur. Je suis pas comme Boris, je suis pas dans la pratique politique, je suis plutôt dans l'observation, mais je fais beaucoup de terrain. Et j'ai beaucoup observé les partis politiques depuis maintenant plus de 20 ans. Et je travaille aussi beaucoup sur les interactions entre les élus et les citoyens. Alors cette déconnexion, puisque c'est un peu l'objet en fait, déconnexion des élites, déconnexion des partis politiques, bah effectivement oui, les partis politiques aujourd'hui sont très largement désalignés de la société. Hein, alors qu'ils sont censés exprimer la société. Hein, juste un petit rappel, à quoi ça sert les partis politiques? Les partis politiques ont des fonctions essentielles dans la démocratie représentative. Hein, ils ont une fonction idéologique et programmatique, ils produisent des idées. Ça c'est très important, hein. Ce sont des intellectuels collectifs, ils devraient être des intellectuels collectifs, et les programmes, les doctrines des partis, hein, Boris, tu as dans ta tribune la semaine dernière dans Libération, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, dit que ce congrès du Parti socialiste devait être un congrès de doctrine, au sens noble du terme. Hein. La doctrine, c'est la pensée politique d'un parti. Et Dieu sait qu'elle a beaucoup décliné dans l'ensemble des partis politiques. Hein. Les partis politiques ne jouent plus vraiment cette fonction idéologique. Les partis politiques ont aussi une fonction de production des élites et de sélection des candidats. Donc ça, c'est très, très important. Mais ils ont une autre fonction, peut-être même la plus importante, normalement, c'est cette fonction sociétale ou d'intégration sociale que vous avez pointée tout à l'heure. Les partis, ce sont aussi des sociétés en eux-mêmes, hein, qui sont censées... Alors, c'est là où il y a une difficulté sur la forme partisane contemporaine, mais les partis politiques, historiquement, sont l'expression de groupes sociaux. Hein, c'est-à-dire que globalement, c'est-à-dire que et notamment la tradition socialiste, hein, le parti socialiste, dans son identité historique, il est censé exprimer les intérêts de la classe ouvrière. C'est un parti de classe. Il ne faut jamais l'oublier, hein, jusqu'à la déclaration de principe du PS de l'Arche de la Défense de 91, dans les statuts du parti, il est écrit que le Parti socialiste défend des intérêts de classe. Et donc il l'exprime. Il n'exprime pas, il ne représente pas toute la société. Hein. Il représente certains intérêts sociaux, étant posé que ces intérêts sociaux sont dominés et que, au fond, la défense de ces intérêts sociaux dominés participe de l'intérêt général, hein, puisque la gauche est républicaine. Hein, Jaurès, il était à la fois républicain et socialiste, c'est-à-dire qu'il estime que l'émancipation de la classe ouvrière doit contribuer à la perspective républicaine. Bon. Et donc, effectivement, cette dimension de contre-société s'est considérablement affaiblie. C'est-à-dire que les partis politiques, très clairement, dans les trois fonctions que j'ai énoncées, ils sont avant tout aujourd'hui des agents de professionnalisation politique. C'est-à-dire qu'ils contribuent à la sélection des candidats, ils contribuent à la coordination des élites, très très peu à la fonction idéologique.
parce qu'elle a été externalisée aux think tanks, aux intellectuels, aux experts, aux fonctionnaires, et très très peu aussi à la production d'une contre-société, qui de fait est très faible, mais alors qui est très faible pour d'abord une raison très simple, c'est que les sociétés que forment les partis politiques se sont considérablement rétractées. Aujourd'hui, il y a combien de militants en France dans les partis politiques? Il y en a à peu près, je réfléchissais avant de venir, 300 à 400 000. Tout confondu. C'est ridicule. C'est l'étiage. C'est un étiage historique. On n'a jamais eu aussi peu d'adhérents dans les partis politiques. Au PS, 30 000. Chez les écolos, 15 000. À la France Insoumise, ils déclarent 500 000, mais ils en ont à peu près actifs 60 000. Bon, à droite, c'est des cotisants plus que des militants. Tout ça additionné, ces 300 000, ça fait à peu près 2% des électeurs. Donc il n'y a plus personne dans les partis, très honnêtement. Et la plupart des gens qui sont membres dans les partis, c'est des professionnels de la politique, c'est des collaborateurs d'élus, c'est des militants relativement âgés, puisque les partis politiques ne sont pas du tout attractifs. Et donc, du coup, ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que quand vous représentez aussi peu numériquement de monde dans la société, et quand en plus les militants ne sont pas à l'image de la société, hein, et donc évidemment cette déconnexion, je dirais, elle est systémique et structurelle. Et donc effectivement c'est un des problèmes. Et par ailleurs, alors, et là je ne vais pas être trop long, on a déjà abordé la question de l'atomisation, on a d'un côté des partis politiques affaiblis, et on a d'un côté effectivement une société qui est de plus en plus fracturée, dont la conscience dont les groupes sociaux, alors je ne dis pas que la société n'est pas du tout structurée en groupes sociaux, évidemment, mais les appartenances de classe sont beaucoup transformées, il y a une atomisation de la société, on y reviendra tout à l'heure, et il y a aussi du coup une appétence pour les partis politiques dans la société qui est assez faible en fait. Il faut être très clair, alors faible appétence qui est liée à l'extraordinaire défiance dont font l'objet les partis politiques, hein. Quand on regarde les enquêtes du Cevipof, vraiment, les partis politiques, il n'y a rien de pire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la hiérarchie de la défiance, hein, vous avez alors, le maire qui est à peu près aujourd'hui à 50% d'adhésion, et puis après, ça baisse. Hein. Vous avez le député qui a 20-25%, et vous avez les partis politiques là, qui sont symboles de stérilité, des luttes internes, de carriérisme, de délusion, de trahison, etc. Voilà. Donc du coup, et donc je termine juste sur cette contradiction. Pour moi, les partis politiques sont un rouage absolument essentiel de la démocratie représentative. On ne peut pas fonctionner en démocratie sans les partis politiques, et je dirais même, puisque c'est un peu l'objet quand même de la séance, à gauche encore plus. Je crois fondamentalement, j'y reviendrai peut-être, qu'il ne peut pas y avoir de gauche sans parti politique. C'est-à-dire comme structure idéologique dans la bataille culturelle, de politisation des citoyens. La gauche, elle est intrinsèquement liée à la forme partisane. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la modifier. Mais donc, du coup, cette crise des partis politiques, cette déconnexion des partis politiques, qui éloigne très fortement la gauche des milieux populaires. Hein. Donc moi, à l'origine de ma vocation pour la recherche, c'est que je suis fils d'élu du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc moi, j'ai connu les partis contre société. Hein, quand j'étais jeune, mon père était maire de mon village, il y avait la section, les associations laïques, les amicales laïques, les clubs de foot étaient politisés, hein, il y avait les syndicats, etc. Donc il y avait une forme de... Voilà, effectivement, il y avait des liens sociaux. Tout ça s'est délité, et aujourd'hui, dans le territoire où je suis né, 10 députés sur 12 sont Rassemblement National. Et aujourd'hui, il y a très très peu de militants. Et donc, il y a un effondrement des partis politiques. Et je trouve que c'est un des aspects très essentiels de la crise démocratique, et qu'il faut trouver d'autres médiations pour suppléer cette crise. Petit follow-up. Dans cette désagrégation de la société, bon, il y a toute une partie qui n'est pas contrôlable par les partis, évidemment, j'imagine, dans la dilution des contre-sociétés. Qu'est-ce qu'on peut leur imputer? De quoi ils sont responsables? Est-ce qu'ils ont abandonné sciemment des formes de militantisme, etc. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, non. Je continue? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit à l'évolution des partis politiques, et finalement, qu'est-ce qui doit à l'évolution de la société? On essaie, même si en fait les deux sont imbriqués quand même. Bon, je pense d'abord que... alors, en fait, les partis politiques aujourd'hui ont-ils besoin
d'être en prise avec la société? C'est une question qu'on peut se poser. Je vais juste prendre un exemple, parce que ça, c'est des choses qui nous intéressent en sciences politiques. Aujourd'hui, quelles sont les principales ressources des partis politiques, les ressources financières? À 80%, les ressources des partis politiques sont des ressources étatiques. Hein, et donc c'est pour ça qu'en sciences politiques, on a une théorie, c'est la théorie 4C des partis cartels. Les partis se sont cartélisés. Qu'est-ce que ça veut dire que se sont cartélisés? C'est-à-dire qu'en fait, ils tirent l'essentiel de leurs ressources financières, et c'est très important, non pas des cotisations des membres ou des indemnités des élus. Hein. Boris, en tant que député, reverse 10% de son indemnité au parti. Hein. Mais quand on regarde, les ressources des partis, à la fin du 19e, il n'y avait pas de financement public des partis. Pourquoi on payait pour être au parti politique? Parce qu'il fallait payer la propagande. En fait, les partis politiques s'autofinançaient. Aujourd'hui, finalement, avec les dotations des partis, les dotations des partis, je vous le rappelle, sur quoi vivent les partis, ils vivent de 2 fractions de financement, le nombre d'électeurs au premier tour des élections législatives. Si vous avez voté pour le NFP, par exemple, à tout hasard, aux dernières élections législatives, vous avez donné 1,50 € par an pendant 5 ans au candidat qui s'est présenté sur la bannière NFP, et en fonction du nombre de députés. Conclusion, un parti politique peut vivre très très bien avec les dotations de l'État sans finalement avoir de ressources militantes. Donc il n'a pas forcément intérêt à avoir des militants. Et il n'a pas forcément intérêt à avoir des militants, notamment aussi parce qu'aujourd'hui, et c'est sans doute une erreur, les partis politiques pensent que c'est plus important d'être présent sur les réseaux sociaux, qui ont concurrencé les médiations militantes, d'avoir des conseillers de communication, d'avoir des permanents, que finalement de valoriser le travail de terrain. Donc en fait, les partis se sont eux-mêmes ont eux-mêmes démonétisé leur propre militantisme. Bon. Ensuite, je pense qu'il y a un autre phénomène qui explique aussi que les partis politiques se sont éloignés de la société, c'est la professionnalisation de la politique. Ça, c'est très documenté en sciences politiques. La professionnalisation de la politique, c'est un vieux phénomène. C'est Max Weber qui a inventé la formule de professionnel de la politique en 1911. Donc, il dit on passe des notables aux professionnels de la politique. Professionnels de la politique, ce sont ceux qui vivent de et pour la politique. Donc il y a toujours eu des professionnels, mais ce phénomène s'est accentué. Et donc concrètement, aujourd'hui, ça se manifeste notamment par le fait qu'on a de plus en plus d'hommes politiques qui ne font que de la politique. Moi, je les forme, c'est mes étudiants. Parfois, je leur dis qu'il faut être bien conscient de ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour être député, comme beaucoup, il faut avoir fait Sciences Po, un master 2 de sciences politiques, et puis on est assistant parlementaire, et puis on devient député. Je ne sais pas, par exemple, tout hasard, à Lille, dans la ville dans laquelle je vis, le nouveau maire de Lille, là, Arnaud Deslandes, qui va remplacer Martine Aubry, je l'ai eu comme étudiant à Sciences Po Lille, il est rentré comme... il était au cabinet de Martine Aubry, il a fait toute sa carrière au cabinet de Martine Aubry, il devient maire de Martine Aubry. Bon, c'est très bien, il est formé, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait que de la politique. Alors, et quand les professionnels de la politique ont tous ce cursus-là, ça devient problématique, parce que finalement, la politique devient une carrière, et que finalement, des modes d'entrée en politique par le militantisme, par le syndicalisme, par le militantisme associatif, qui pouvaient encore exister dans les années 70 et 80, ont disparu. Et donc, ça aussi, ça rend les partis politiques peu attractifs socialement. Bon, voilà, y a plein de phénomènes qui font que dans le fonctionnement des partis politiques, cette déconnexion s'opère. Bon, et puis, dans le cas de la gauche, quand même, ça j'insiste beaucoup là-dessus, il y a un vrai problème de diversité sociale aussi. Moi, je suis là-dessus... je regrette, par exemple, qu'il y a eu ce débat à un moment donné au PS, pour être un peu dans pour lancer la polémique avec toi, Boris. Il y a eu un débat au moment des élections européennes sur la parité sociale. C'est ton collègue Philippe Brun qui a lancé. Moi, je suis très, très favorable à la parité sociale. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas normal. On a mis en place la parité, homme-femme. Moi, j'estime, comme Julia Cagé, par exemple, qu'il faut conditionner
le financement des partis politiques au respect de critères sociaux dans les listes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait absolument plus de diversité parmi les élites. Et je le dis très clairement, je pense que si la gauche aujourd'hui n'arrive pas à séduire notamment les milieux populaires, c'est que les milieux populaires, quand ils voient les dirigeants de gauche, ils se disent « mais ces gens ne sont pas de mon monde ». Ils ne connaissent pas mes préoccupations. Alors peut-être qu'ils sont compétents, mais au fond, ils ne s'identifient pas à ce monde. Et je pense que ça, c'est un énorme problème. Hein. Voilà, aujourd'hui, il y a au Parti socialiste pas du tout assez de diversité. Et aujourd'hui, finalement, on n'a pas Citez-moi une figure d'un élu, d'un dirigeant socialiste qui a monté, qui était militant, qui n'est pas sorti d'une grande école. Il y en a très très peu. Et pour pas faire de procès au PS, et après j'arrête, la France Insoumise, c'est exactement pareil. Hein, je termine une étude avec mon collègue Sébastien Michon sur la sociographie du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Il y a un peu plus de diversité sociale, mais bon, on met en avant personnalités comme Rachel Keke, d'ailleurs, qui a été battue et qui n'est plus à l'Assemblée. Mais enfin, aujourd'hui, la sociologie des députés LFI est très très proche de la sociologie du PS. Hein, tous les jeunes qui entourent Jean-Luc Mélenchon, ils ont fait des études de sciences politiques, ils ont fait des thèses de sciences politiques, ils sont surdiplômés et ils ne sont pas du tout issus des milieux populaires. Il y en a très très peu. Donc ça, c'est aussi un autre élément, c'est cette hyper-professionnalisation de la politique. Peut-être que c'est les formations professionnalisantes qu'il faudrait qu'on supprime d'abord. Peut-être. Bah, alors. Non, je plaisante, ouais. c'était pour te... Oui, mais bien sûr, mais l'université contribue aussi à ça, hein, évidemment. Non, je rebondis d'abord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de polémique. Moi, je fais le même constat que celui qui vient d'être fait de l'absence de diversité sociale dans nos rangs, qui est un problème de recrutement, mais qui est un problème d'accompagnement. Parce que dans notre base militante, moi je le vois chez moi, il y a des ouvriers, il y a des agriculteurs, il y a des infirmières, des aides-soignantes, il y a toute cette sociologie-là. Mais une fois que ils sont entrés, comment on les forme, comment on les accompagne, comment on crée un parcours militant, comment on fait confiance. Il y a sans doute effectivement la question de la parité sociale qui peut être mise en avant, mais tu évoquais le cas de Rachel Keke. Quand elle a été élue, je dois dire qu'elle était un peu livrée elle-même ensuite. Bah, moi, je l'avais reçue pour savoir où est-ce qu'elle en était, comment, sur quoi elle bossait, et je lui avais dit, bah, tu devrais aller voir ça, tu devrais essayer de voir si tu peux pas avoir une mission d'information sur le sujet. Elle n'avait pas été aiguillée. Donc, ce que je veux dire, c'est que en même temps, je ne suis pas sûr qu'on ne trahisse pas une deuxième fois quand on amène quelqu'un de symbolique dans les plus hautes responsabilités et qu'en réalité, à la fin, on la laisse livrer elle-même. C'est très dur, parce qu'en réalité, la politique, elle est bourrée de codes sociaux, elle est bourrée de signes de reconnaissance sociale, et c'est en effet mortifère. Mais on viendra peut-être sur la façon de dire les choses. Peut-être, moi, vous dire... Alors, j'ai travaillé avant, et je travaillerai, j'espère, après aussi. Mais moi, je suis en fait un jeune militant. Moi, je suis rentré en 2016 au Parti socialiste. Bon. Parce que étudiant, j'étais allé à... Il y avait 2 sections dans le 15e arrondissement. J'étais allé dans une des sections du 15e arrondissement pour prendre ma carte, et le secrétaire de section, très sympa, me dit, écoute, voilà, ce serait bien que tu sois strauss-kahnien pour l'équilibre de la section. Ah bah, je suis reparti sans ma carte. Si je le dis, c'est qu'il y a aussi cette pesanteur-là. On n'a pas envie, quand on milite, on a envie de se battre parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous révoltent, parce qu'on a envie de changer l'ordre des choses, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais oui, il y a cette espèce de professionnalisation de la vie politique qui n'est pas indifférente au fait que je mets qui que ce soit au défi, y compris ceux qui ont fait des études supérieures, de comprendre très exactement comment fonctionne notre système des retraites, par exemple. Ou d'être capable de lire in extenso, pour en dénicher les subtilités, la loi de financement de la sécurité sociale. Franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, je veux dire, il y a aussi un côté inaccessible à tout ça, d'où la nécessité de la professionnalisation. Ou la nécessité de la formation dans les partis politiques, qui a été complètement abandonnée. Il n'y a plus vraiment de formation. Donc en fait, en gros, si on n'a pas acquis un capital social, scientifique, intellectuel en dehors du parti, on ne peut pas l'acquérir en son sein. Donc en fait, ça favorise les gens qui ont un capital social et notamment intellectuel préexistant. Alors, donc, il me semble que Rémi Lefebvre a mentionné le fait qu'aujourd'hui, les partis étaient plus focalisés sur les réseaux sociaux, sur une propagande nationale, etc. Donc, question simple pour vous, Boris Vello, à quoi servent les militants ? Alors, d'abord, pour ce qui me concerne, les réseaux sociaux, mes jeunes collaborateurs m'en font le reproche.
Je ne sais pas comment ça marche. Je fais taper mes textos avec 2 doigts. Non, j'exagère un peu, mais je dois dire que ce n'est pas ma forme préférée de militantisme, même si je mesure bien la nécessité de le faire. C'est la raison pour laquelle moi, je me plonge dans la vie de celles et de ceux que je représente, justement pour les comprendre, justement parce que je mesure bien la différence de vie entre eux et de compréhension aussi des difficultés entre ce que vivent ceux que je représente et moi-même. Les militants, non, ils sont très nécessaires. Ils sont très nécessaires, mais la vérité aujourd'hui m'oblige à dire qu'il faut bien du courage pour être militant. Parce que dans bien des situations, en fait, on tourne en rond, on s'emmerde un peu. J'ai des gens qui viennent me voir, moi, dans les Landes, ils viennent taper à la porte de ma circonscription, ils discutent, on parle politique, tout ça, ils me disent on aimerait bien s'investir, etc. etc. Si je les envoie dans une réunion de section où on se pose la question de savoir si on est TO1, TO2, TO3, ils ne reviennent pas, les mecs. Hein. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de repolitiser, redonner des clés de lecture, vulgariser le savoir à travers d'autres outils, qui sont pour moi l'antichambre du militantisme, ou la porte d'entrée dans le militantisme actif. Et ça fait partie des choses que les partis politiques de gauche, en tout cas le Parti socialiste, a abandonné, c'est l'éducation populaire. Il y a un peu moins d'1 an, j'ai pris la présidence de l'Université populaire des Landes, avec cette vocation-là, la vulgarisation du savoir, la compréhension des grands enjeux du monde. Et là, on engage un cycle de conférences qui s'appelle l'autre. On va déconstruire un certain nombre de stéréotypes, de figures, je vais dire, vaguement inquiétantes pour ceux que ça inquiète. Donc on a le migrant, l'homosexuel, le cassos, le patron, j'en oublie un dernier, qui doit être à peu près aussi effrayant. Et donc le premier, c'est le migrant. Donc on va avoir un jeune mineur non accompagné qui va parler de son parcours. Enfin, la première partie, c'est bref de comptoir, donc chacun dit à quoi ça renvoie, la question de la figure du migrant. Ensuite, il y a ce jeune qui va venir parler de son parcours, à la fois le parcours migratoire et la difficulté à s'intégrer. Et puis, il y a François Héran qui viendra déconstruire tout ça à la fin. Et ben, on va le faire ça. Donc ça, un parti, et les partis de gauche doivent être des partis d'éducation populaire, de vulgarisation des savoirs, de partage des clés de compréhension du monde. Et ça manque. Ça manque parce que, par ailleurs, je le dis, il n'y a pas le travail doctrinal à l'intérieur des partis qui nous permettrait de dire à nous-mêmes responsables de politique qui nous sommes, ce que nous voulons et où on veut entraîner les Françaises et les Français. Et les choses sont liées. Mais cette porte d'entrée de l'éducation populaire, elle me paraît absolument fondamentale. C'est au fond reconstituer, à travers cette initiative et beaucoup d'autres, les partis comme contre-sociétés. Au fond, alors tu évoquais l'exemple allemand, mais les contre-sociétés dans le modèle français, c'était ce qu'on appelait le déjà-là communiste. C'était au fond une préfiguration face à la société bourgeoise de ce que serait la société socialiste. C'était l'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, c'était les coopératives, les mutuelles, c'était les syndicats, c'était les théâtres populaires. Enfin, c'était tout ça, toute espèce de contre-société qui donnait, au fond, au sein même du parti, dans cette espèce de galaxie, une forme de praxis. Ça, on n'a plus ça au Parti socialiste, ou très peu. Et il y a besoin de reconstituer tous ces lieux de sociabilité et de conscientisation politique, qui est la porte d'entrée. Donc, je veux dire, il y va, je pense, en politique comme en matière sociale, il faut, vous savez, on dit le aller vers. Ben, il faut aller vers. Et le grand défi de l'éducation populaire, je termine là-dessus, c'est que moi, je veux que dans l'assistance de ceux qui viennent aux conférences qu'on organise, qui commencent toujours de la même manière, parce que ça, c'est un code que tout le monde a, ça commence toujours par un apéro. Tout le monde sait prendre un apéro. Vous commencez, vous terminez. Nous, on commence par l'apéro. D'accord. Comme ça, on est bien chaud pour les brefs de comptoir. Okay. Mais non, parce qu'on se demande que finalement, c'est pas évident d'entrer dans une conférence. Donc on commence par boire un coup, on discute, c'est un moment de sociabilité, ensuite on rentre dans le débat. Mais moi, je veux que dans la salle, ce soit vraiment populaire. Et dans la leçon inaugurale qu'on a fait maintenant, il y a 8 mois, avant la dissolution, j'avais fait le travail de recrutement d'un public qui était un public qui n'était jamais venu là. Jamais venu dans une conférence. Qui n'a pas tout compris, c'est pas grave. Mais ils se sont sentis suffisamment à l'aise à la fin pour nous dire, quand tu as parlé de ça, tu voulais dire quoi ? Donc on a ce travail qui est un travail lent, mais absolument nécessaire d'aller à la rencontre de... Voilà. Et puis après, il y a d'autres choses, l'école de l'engagement, pour reprendre l'Académie des futurs leaders, enfin, toutes ces choses-là qui permettent d'agréger des figures nouvelles. Oui, bah,
Alors, sur ce... alors, je vais peut-être être un peu... pas doucher ton enthousiasme, mais dire que je crois beaucoup à cette idée d'éducation populaire, mais dire en même temps aujourd'hui que ça ne peut plus être fait comme avant. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas être dans la nostalgie du parti de masse. Il faut s'inspirer du passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, penser qu'on va reconstituer les partis contre-société du SPD ou du socialisme du Nord, etc. Bon, notamment parce que ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce qui faisait la force des partis politiques, c'était aussi toute la constellation de groupes qui gravitaient autour des partis. Les syndicats, les associations, les amicales laïques. Aujourd'hui, le monde associatif s'est aussi professionnalisé. Et donc aujourd'hui, il se développe à distance des partis politiques. Je prends juste un exemple, c'est le monde sportif. Par exemple, le monde sportif, moi j'ai observé ça dans le Nord, jusqu'aux années 70 et 80, la plupart des clubs sportifs avaient des sensibilités politiques. À Lille, il y avait les clubs catholiques et les clubs laïques, voire même les clubs communistes. Bon, on ne va pas pouvoir restaurer ces affiliations partisanes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a toute une sphère extra-partisane qui rejette la politique. Juste une anecdote, là, je participe en ce moment à une dynamique des fédérations d'éducation populaire autour de la Ligue de l'enseignement, qui, face à la montée de l'extrême droite, s'organisent pour s'unir. Voilà. Et donc, c'est une dynamique qui mobilise énormément de fédérations d'éducation populaire qui, en fait, pendant très longtemps, se sont dépolitisées. Devenaient simplement prestataires de services de loisirs. Et là, en fait, ils se disent que c'est trop grave et qu'en fait, qu'ils commencent à repolitiser leur action et essayer vis-à-vis de leurs adhérents, mais aussi de leurs salariés, parce qu'ils se rendent compte qu'au sein même du monde salarié de l'éducation populaire, il y a de plus en plus de gens qui affichent leurs idées d'extrême droite. Ils ont entrepris une repolitisation de leurs activités. Et donc j'assiste à ces réunions, et ce qui est très frappant, c'est de voir les résistances. Il y a plein de citoyens qui ne comprennent pas que des structures de loisirs et des discours politiques. Et donc il y a une forme, et ça c'est effectivement un obstacle aussi au travail des partis politiques, c'est cette forme de dépolitisation qui a gagné le monde associatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exemples dont on peut s'inspirer. Et tu connais Paul Magnette, qui est une figure importante de la social-démocratie européenne. Donc Paul Magnette, c'est je ne sais plus s'il est encore patron, mais il dirige le Parti socialiste wallon. Et par exemple, le Parti socialiste wallon, il y a plein peut donner plein d'inspirations. C'est un parti qui est encore très convivial. Très mixte socialement, avec pas mal de militants, et notamment un parti qui, et ça je pense que c'est très important, tu as parlé d'éducation populaire, mais qui crée aussi un parti qui fait la fête, en fait, qui crée des formes de sociabilité. Très clairement, ce qui rendait les partis politiques attractifs il y a quelques décennies, c'était aussi des lieux de convivialité. Ça, c'est très important. Or, les partis politiques sont devenus des lieux, alors nous on avait appelé ça avec mon collègue Savicki, des lieux obsciens. Des lieux obsciens, où le militant est un loup pour le militant, c'est-à-dire des lieux très très durs en fait, très très conflictuels, où finalement il n'y a plus vraiment de convivialité, de sociabilité. Et ça me paraît très important. C'est-à-dire que, alors c'est pas facile, mais aujourd'hui, notamment les milieux populaires, qu'est-ce qui faisait que les milieux populaires venaient dans les partis politiques, en tout cas dans les coins que j'ai observés, c'était le concours de belote le samedi matin, la fête de la rose, les banquets, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de restaurer. Alors, c'est pas facile quand même, c'est pas facile parce que en plus, les formes de sociabilité ou de convivialité collective sont pas faciles. Il y a aussi une autre piste, et Boris, je sais que tu en parles dans ton bouquin, c'est aussi restaurer un parti de service, en fait. C'est-à-dire un parti qui rende des services. Par exemple, alors on a évoqué les coopératives, à la fin du 19e, les partis politiques se sont constitués autour des coopératives. Pourquoi on adhérait à la section SFIO? Parce qu'on pouvait acheter des biens de consommation courante à prix coûtant. Et donc, en fait, dans notre langage sociologique, une des rétributions matérielles du militantisme, c'était très clairement les avantages qu'on tirait de son adhésion partisane. Bon, alors on pourrait tout à fait imaginer aujourd'hui, effectivement, autour des circuits courts, etc., de réhabiliter un petit peu cet esprit de coopération, mais aussi, par exemple, le parti de service, c'est des partis de soutien scolaire, c'est, par exemple, ce que tu fais toi dans tes permanences, parce que je sais bien ce que font les élus, souvent dans leurs permanences, ils aident
aident les citoyens à à dépatouiller leurs problèmes administratifs. Parfois, c'est de l'ordre de l'écrivain public. Ben, les partis politiques, aujourd'hui, ils pourraient aussi réinvestir cette fonction sociale, d'utilité sociale. Que les partis se rendent utiles et puis qu'ils soient exemplaires. Parce que ça me paraît très important. En fait, ce qui manque pour la gauche, c'est l'exemplarité. Hein, c'est-à-dire essayer d'agir, tu as cité le déjà là communiste, ici et maintenant, comme on souhaite que la société soit à l'avenir. Et ça, je pense que ça manque. Je pense que notamment le rapport des milieux populaires à la politique, c'est un rapport de concret. C'est-à-dire, est-ce que lui va me respecter et est-ce que lui, il est à l'image, enfin, est-ce qu'il est à l'image des principes qu'il défend, hein, parce que c'est ça la critique qu'on fait beaucoup à la gauche, la bien-pensance. Hein. Ils ont un bon discours, mais au fond, ils ne sont pas à l'image du discours qu'ils prétendent, enfin qu'ils défendent. Et donc, un parti politique, ça doit aussi cultiver ces formes d'exemplarité dans ses pratiques sociales. C'est pour ça que je pense aussi que c'est important. On vient d'évoquer la question des partis de service. Moi, je pense que ça fait partie, en effet, des nécessités pour reprendre contact avec les Françaises et les Français et leurs difficultés. Oui, en effet, quand on est député, qu'on fait à peu près son boulot, parce qu'un certain nombre de macronistes avaient décidé de ne pas avoir de permanence et considéraient qu'ils n'étaient pas des travailleurs sociaux et qu'ils n'avaient pas à recevoir tout le monde. Moi, je reçois absolument tout le monde. Voilà, je reçois tout le monde, sans demander d'ailleurs toujours ce qu'ils ont à me dire. Et je suis toutes les semaines travailleur social, défenseur des droits, écrivain public, soutien psychologique, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Moi, j'ai rien à vous demander, mais je veux juste vous raconter ce que c'est ma vie. À quel point c'est difficile de perdre son boulot à 55 ans. » J'ai une maman qui, quand elle pousse la porte avec son CERFA, pour demander une aide à son enfant handicapé, a les yeux remplis de panique. Alors c'est un grand progrès, il n'y a plus qu'un CERFA, il y en avait 3. C'est le dossier de demande d'aide unique, 26 pages. Et sur l'une des pages, il est indiqué d'écrire le projet de vie de l'enfant. Eh bien, cette dame qui a poussé la porte de la permanence du député, elle pourrait très bien pousser la porte d'une section. Elle pourrait très bien demander à des militants qui mettraient au service du parti, au service de celles et de ceux pour lesquels on s'engage, leur réseau, leur savoir-faire, quelques heures par semaine. Voilà comment on reprend ancrage avec les vies réelles, les vies vécues. Voilà comment on apprend, ce que j'ai dit tout à l'heure, à comprendre. Tu disais, il y a l'exemplarité. Quand je disais apprendre à écouter, c'est apprendre à écouter sans juger. La politique, elle est surchargée en morale. Et je pense que c'est particulièrement vrai de la politique à gauche. Elle est surchargée en morale, quand elle ne fait pas elle-même la morale. Quand je dis surchargée en morale, c'est qu'il n'y a pas une politique publique qui ne sous-tende une forme de prescription dans la façon d'élever ses enfants, de manger, sur ses pratiques culturelles et sportives, etc. etc. Bah, c'est encore plus vrai, par exemple, de la réforme de l'assurance chômage. Évidemment qu'elle est surchargée en morale. Si tu es au chômage, c'est quand même que c'est de ta faute. Donc on a besoin, là aussi, dans l'exemplarité, d'écouter sincèrement, voilà. d'écouter sans juger. Je vous assure que c'est pas évident. Et c'est pas évident, en effet, quand on est des professionnels de la politique, en effet, quand on a un capital socioculturel élevé, et que celles et ceux qu'on représente n'ont pas la même chose. Et cette distance, il faut la réduire, et on la réduit dans des partis de service, dans des partis qui font du soutien scolaire, dans des partis qui font en effet de l'achat groupé. Moi, j'ai proposé que le parti soit une coopérative d'achat. Voilà, vous savez, juste après la Covid, il y a des collectivités qui ont fait ça aussi, qui ont décidé de monter une maison du pouvoir d'achat, où en fait ils achètent groupés des assurances, de l'énergie, etc. etc. Bah, pourquoi un parti ne pourrait pas faire ça? C'était, à la fin du 19e, au début du 20e, c'est bien ça, c'est la préfiguration d'un modèle social qui est construit par les forces, enfin par le mouvement ouvrier, quoi. Donc, au-delà du parti de service, on a eu récemment des études sociologiques sur l'électorat de l'extrême droite, celle de Benoît Coquart, par exemple, ou de bon, je me souviens plus des électeurs, voilà, Félicien Faury. Et leur principale conclusion, c'est qu'on surestime trop le rôle des médias dans cette politisation à l'extrême droite. Et
qu'on sous-estime le fait qu'il y ait des leaders d'opinion qui créent des réseaux en fait très intimes qui politisent à l'extrême droite. Comment on fait en fait pour contrecarrer ces réseaux-là? Parce qu'on a l'impression quand même que ça va au-delà de juste être utile, qu'il faut s'intriquer aussi dans les relations sociales. Est-ce qu'il y a un moyen de contrecarrer ce phénomène-là? Oh là, c'est une question, c'est pas simple. Effectivement, moi, ces travaux de Benoît Coquart ou Félicien Faury, Félicien Faury, ils apportent un éclairage sur le vote d'extrême droite, hein, mais il y a plein d'autres éclairages. Bon, Félicien Faury travaille sur la variable du racisme dans le vote d'extrême droite, qu'on a eu tendance un petit peu à sous-estimer, hein, en réhabilitant des variables plutôt d'ordre socio-économique. Après, son travail, il porte plutôt sur les électeurs du Vaucluse, donc plutôt l'électorat, un type d'électeur du RN. Et Benoît Coquart, lui, travaille sur l'Est de la France, plutôt sur les catégories populaires rurales. Et donc, effectivement, il montre que, et c'est très, très intéressant, qu'aujourd'hui, voter RN, c'est se positionner du côté des gens bien, du côté des gens respectables, et notamment du côté d'une figure que tu vas déconstruire dans ton université d'été, les cassos. Hein, puisque ça, c'est évidemment un des ressorts très importants du vote d'extrême droite aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'électeurs d'extrême droite, et donc ça renvoie aussi à cette question de l'individualisation que vous avez évoquée tout à l'heure, se situent de plus en plus, notamment les classes populaires intégrées, en fonction des gens qui sont en dessous d'eux et pas au-dessus d'eux. Hein, et ça, c'est dramatique. Ça, c'est un des ferments majeurs de la progression de l'extrême droite, c'est la figure de l'assisté, en fait. Hein, c'est-à-dire et la figure de l'assistanat. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, l'assisté versus... Alors, sachant que l'assisté est souvent ethnicisé. Hein, l'assisté, c'est l'immigré. Hein, puisque lui, finalement, il bénéficie, figure fantasmatique, des allocations familiales, de la bienveillance de l'État, alors que ceux qui travaillent, ceux qui en chient tous les jours, eux, finalement, ils sont déclassés. Bon, voilà. Alors, et effectivement, ce que montrent ces travaux, ça c'est clair, c'est que... alors, je ne sais pas s'ils montrent que les médias ne jouent pas un rôle important. Bon, c'est sûr qu'on a tendance, par exemple, à mon avis, à accorder trop d'importance à un média comme CNews. Hein. CNews, c'est 3% d'audimat aujourd'hui. Hein. Alors peut-être un peu plus à travers les réseaux sociaux. Hein. 3% d'audimat, c'est ce que fait Arte. Donc vous voyez, il ne faut pas surestimer le poids de CNews. On a tendance à avoir une vision trop média-centrée du rôle d'extrême droite. En même temps, dans ces réseaux interpersonnels que vous évoquez, effectivement, qui sont très importants, et qui font qu'il y a une forme de banalisation dans les relations interpersonnelles de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'au fond, de plus en plus, alors que c'était une opinion qui n'était pas possible d'avoir, elle se banalise dans les relations de sociabilité. Ça, Benoît Coquart le montre très, très bien. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a fait des ethnographies de cercles d'amis. Et finalement, ça devient une des conditions de la sociabilité. On est entre soi, on pense la même chose. Et bien penser, c'est effectivement, parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, c'est penser contre l'immigré. Et donc, effectivement, le vote d'extrême droite devient un vote licite moralement. Mais quand même... mais juste pour... effectivement, alors ça, qu'est-ce qu'il faut casser? Comment il faut casser ça? C'est pas simple, hein, mais c'est en fait, effectivement, aussi toucher les gens dans les interactions individuelles, politiser leur vision du monde. Hein, casser, déconstruire effectivement cette idée qu'aujourd'hui l'immigration c'est un énorme problème, que l'insécurité. Alors, je lisais là, je lisais il y a 2 jours un super papier dans Le Monde qui disait qu'aujourd'hui la délinquance des jeunes baisse, même si la violence de la délinquance augmente. Bon là concrètement, je ne suis pas en train de vous dire que, on va dire encore c'est un intello qui dit que l'insécurité n'existe pas, mais l'insécurité globalement, on n'est pas submergé par l'insécurité dans notre société. Or c'est bien cette représentation, cette perception de l'insécurité qui se développe, et elle est quand même largement alimentée par les médias. Hein, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que... il suffit d'aujourd'hui... Il y a quand même des travaux qui montrent que chez les jeunes électeurs du Rassemblement national, Bardella sur TikTok, c'est pas négligeable. Mais disons que les réseaux sociaux
en eux-mêmes, ne suffisent pas à politiser l'extrême droite. En fait, c'est plus grave que ça, c'est-à-dire qu'il y a une imbrication entre une offre politique et une pression médiatique qui est de plus en plus forte, et effectivement, par le bas, une banalisation dans la sociabilité, dans les relations interpersonnelles, d'un sens commun, d'un bon sens qui est de plus en plus idéologiquement chargé, qui apparaît comme des évidences sociales qui font déconstruire, et c'est aussi ça le rôle de la gauche. Hein. La gauche, je termine là-dessus, les milieux populaires n'ont jamais été spontanément de gauche. Jamais. Hein. Ils ne se sont politisés à gauche qu'au prix d'un immense travail organisationnel. Et même d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, il y a plein de travaux sur le Parti communiste dans les années 70. Hein, on a des historiens qui regardent les comptes rendus, mais les ouvriers étaient racistes dans les années 70. Ils n'étaient pas forcément plus racistes, moins racistes qu'aujourd'hui. Mais en fait, ils ne pouvaient pas tenir des propos racistes. Quand ils tenaient des propos racistes, le secrétaire de section leur disait « Non, non, camarade, il ne faut pas dire ça, c'est pas vrai. Le problème, c'est les classes sociales, c'est pas l'immigré. » Aujourd'hui, effectivement, ce type de discours, il est de plus en plus banalisé, il est de plus en plus énoncé, mais je veux dire, il est énoncé au plus haut de l'État. Concrètement, quand on a un Premier ministre qui parle de submersion migratoire, et donc qui reprend le discours des idéologues d'extrême droite, on atteint un niveau de banalisation sémantique. Voilà, je me demande même moi si l'extrême droite n'est pas déjà au pouvoir, en fait. Hein. Elle est, d'un certain point de vue, déjà au pouvoir. Elle est déjà dans les esprits, elle est déjà dans le langage, elle est déjà dans un certain nombre de raisonnements qui se banalisent dans la quotidienneté. Juste quand même faire la remarque qu'à 40-45% de vote pour l'extrême droite, ce n'est pas seulement les classes, les ouvriers hein, qui votent pour le Rassemblement national. Hein. C'est toute catégorie sociale confondue. Et ce qui est vertigineux, c'est que, évidemment, c'est nos voisins, c'est nos copains, pour certains, c'est nos familles. Bon, pas tous, quand même pas tous des salopards. Donc, c'est une forme d'espoir que ça puisse changer et qu'on puisse encore se parler. La grande difficulté, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui véritablement constitue les motifs du vote pour le Rassemblement national. Il y a 2 jours, nous présentions dans les Landes, au maire, l'indice de bonheur brut des Landes. Le monde va mal, le pays va mal, et alors les Landais sont super heureux. Et donc je dois dire que j'étais quand même un peu déconcerté, et largement plus heureux que la moyenne des Français. Ça n'a pas empêché quand même de faire progresser très largement. C'est un peu la bouffe, non? C'est un peu la bouffe, ouais. Probablement. Mais non, mais il y a tu plaisantes, mais parmi les motifs principaux de satisfaction et de bonheur landais, il y a la convivialité. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, donc des lieux de sociabilité, des lieux où finalement c'est du réseau social avec des vrais gens dedans. Bon. Et quand on essaie de voir qu'est-ce qui peut déterminer le vote du Front National, je dois dire que moi je suis bien en peine de le déterminer de façon univoque, et je pense qu'il y a en réalité une addition de choses. Tu évoquais la question des cassos. C'est vrai que l'idée qu'il y ait des privilégiés d'en bas est quand même bien établie. Je crois que Le Pen parle des juste au-dessus, c'est-à-dire que ceux qui ont le sentiment de n'avoir droit à rien, d'être toujours au-dessus des seuils qui leur permettraient d'avoir un peu plus d'APL, un peu plus de gratuité des transports, de je sais pas quoi, etc., etc. Et ce sentiment, il est extraordinairement fort. Et à la fois, les gens sont très attachés à notre modèle social, ils le défendent, même à l'extrême droite, mais c'est un modèle social qui porte la suspicion en bandoulière. Je paye trop, j'en profite pas assez, mon voisin paierait, il risquille. Et donc, évidemment, il appartient à la gauche d'apporter des réponses à ça. Moi, je suis convaincu que la prochaine gauche sociale, c'est la gauche de l'universel, du retour à l'universel. Des droits pour tous plutôt que des allocations pour certains, qui évite tous ces effets de seuil. Et on organise la redistribution par un système de prélèvement social et fiscal qui organise véritablement la progressivité de l'effort. Et cette réflexion-là, elle vaut évidemment pour notre modèle social, mais elle vaut pour les services publics. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question dans notre relation au service public, de savoir finalement est-ce qu'il y a des extensions de la gratuité. Il y a une réflexion sur la gratuité des musées, la gratuité des cantines scolaires, la gratuité des transports dans un certain nombre de villes. Et on prolonge et on se dit finalement, est-ce qu'on ne doit pas avoir une réflexion sur l'accaparement d'un certain nombre de biens communs, qu'on sort du marché. De la même manière, on sort du marché un certain nombre de services publics sur lesquels on ne peut pas faire de bénéfices. Dans les Landes, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. On ne fait pas d'argent sur le dos des personnes âgées. Je pense que c'est, au fond, là aussi, dans les réponses de la gauche, une façon de répondre à cette
universalisme social qui permet d'éviter cette critique de l'assistanat et la suspicion permanente portée sur ses voisins. Sur la question de la sécurité, pour la première fois, moi, j'ai eu une campagne législative un peu agressive. Et quand je demandais aux gens, enfin, la question de la sécurité, dans les Landes, il n'y a pas de problème. Ah oui, précisément. Et on veut que ça reste comme ça. Donc il y a un vote qui est quand même très conservateur. C'est super, on est hyper heureux, et ben on ne veut pas que ça change. Et puis il y a des choses que je n'avais pas soupçonnées. Je n'avais pas soupçonné, dans les Landes, de me retrouver confronté à cette espèce de débat ou d'opposition entre l'universel et le particulier, entre les identités singulières et l'universalisme républicain. Et dans quoi je le trouve ? Je le trouve dans les cultures locales, dans la chasse par exemple, dans la corrida. Et le sentiment à travers ces questions-là d'une nomination culturelle d'une France sur une autre, et bien ça provoque du vote du Rassemblement national de façon extrêmement forte. Vous savez, moi, dans ma campagne, on m'a dit, bon, la retraite à 67 ans, bon, mais alors la chasse au filet, vous s'y touchez pas. Si je dis ça, c'est parce que là aussi, c'est des lieux de sociabilité. Dans une palombière, vous avez tous les milieux sociaux. Vous avez l'ouvrier et le patron. D'ailleurs, le patron, il est marmiton dans la palombière, alors que c'est l'inverse dans la vraie vie. Il y a une sorte d'inversion des hiérarchies. Mais il y a des lieux de mixité. Donc c'est pour ça aussi qu'ils y tiennent. Et puis, quand je dis que le RN est partout, il est partout. Dans les listes divers riens que j'évoquais tout à l'heure, on voit des gens qui, finalement, se révèlent être du Rassemblement national. Dans le comité des fêtes, dans un village, là, super coprésident du comité des fêtes, hyper sympa, on m'a dit, il est du Rassemblement national. Donc en fait, on est un peu désarmé parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre ça, mais il n'y a pas d'autre façon de le faire que, en effet, aller à la rencontre, écouter et répondre très concrètement aux difficultés des gens, mais prendre les sujets qui les taraudent sans les esquiver, mais par la gauche. Voilà. Question, donc vient le moment fatidique de la critique de la France insoumise. Donc, dans tout ce que vous avez dit, on comprend bien qu'en fait, il faut des... Non, pour vous, d'abord. Ah bah oui. Donc voilà, on comprend bien qu'on a besoin de militants sur le terrain, qu'on a besoin de sections locales, qu'on a besoin en fait que les lieux particuliers, notamment que vous mentionnez, soient politisés aussi. Paradoxalement, en fait, la force la plus performante à gauche, et d'assez loin quand même, justement, elle fait mieux que les autres sur tous les terrains, sauf celui-là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, d'après vous, il faut continuer à aller dans ce sens de cette stratégie-là ou complètement avoir une autre ? C'est pour moi. Écoutez, je vois bien, en effet, ce que le parti mouvement accorde de liberté à ceux qui s'engagent. Qui ressemble plus à un militantisme de cause, à un militantisme de sympathisants, plus qu'un militantisme de militants. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de système de débat interne, de système démocratique. On va avoir un congrès du Parti socialiste, oui, ça va débattre, ça va discuter, ça va voter, ça va se chercher à s'entendre, et puis à la fin, il y aura une motion qui arrivera en tête, et puis on se mettra tous au service de cette motion. Dans un parti mouvement qui est plus gazeux, il n'y a pas tout ça. Mais il faut quand même se poser la question, avec toutes les vertus du Parti démocratique, comment on y rentre ? Et que du coup, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas, dans l'engagement, un parcours qui peut commencer précisément par ce que sont capables de faire la France insoumise, c'est des mobilisations de causes très décentralisées, sans engagement supplémentaire que celui de la lutte au moment où on la mène. Et puis un deuxième moment où, parce qu'on a accroché, qu'on a conscientisé, qu'il y a eu des rencontres, un engagement un peu plus formel qui est celui du militant. Et pour l'instant, dans le Parti socialiste, on est censé avoir un statut du militant, mais enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il pourrait y avoir cette façon de rentrer dans le militantisme. Mais pour ce qui est du Parti socialiste, pour l'instant, on part de loin. Donc on a tout à structurer. Moi, je voyais la question de l'éducation populaire comme la façon d'attirer au débat, au lieu de sociabilité, de désindividualisation, comme le dit
Rosan Vallon, un certain nombre de gens, mais comme l'antichambre de l'engagement un peu plus formel. Puis ensuite, il y a le parti, mais qui doit former ses militants. Vous savez, il y a quelques décennies, je pense, peut-être que tu pourras dire à quand remontent les dernières livraisons, mais on offrait aux nouveaux militants le livre de Blum pour être socialiste. C'était pas mal comme bréviaire pour démarrer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Or, on a besoin quand même, y compris pour nos militants. François Mitterrand disait on sait qu'on est de gauche quand on est révolté par les injustices. Et on devient socialiste quand on rentre au Parti socialiste. Bon, bah, il y a ce cheminement, à mon avis, à accompagner. Oui, je peux dire un mot là-dessus, parce que ça... Alors, est-ce que LFI correspond pourrait aider à travailler la société différemment? Bon, donc effectivement, Boris, tu as dit que c'était un parti mouvement. Moi, je conteste cette appellation. C'est un parti personnel, avant tout. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est un parti personnel qui se donne à voir comme un parti mouvement. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que sa capacité et son inclusivité sociale n'est pas importante. Hein. C'est-à-dire que globalement, effectivement, le fait que ce soit un parti centré autour d'une plateforme numérique sans frontières qui permet d'adhérer en quelques clics, ça permet notamment au moment des campagnes électorales de faire affluer des militants. Et très clairement, c'est une machine électorale présidentielle, la France Insoumise, qui est très très performante, voire aussi aux élections législatives. C'est-à-dire qu'on a des militants intermittents qui viennent finalement, qui sont insoumis au moment des élections et qui quittent l'organisation. Et donc c'est un parti comme ça, un peu accordéon. Hein, c'est-à-dire qui se rétracte entre les échéances et qui se redéploie au moment des échéances. Mais c'est un parti qui se donne à voir comme gazeux, qui s'est construit contre les partis traditionnels. Hein. Jean-Luc Mélenchon l'a théorisé. Hein, il veut faire de LFI un anti-PS. Donc un anti-PS, pas de notable. On ne s'intéresse pas beaucoup aux élus locaux. On considère que les élus locaux... c'est des notables, c'est des barons, et donc il faut éviter ça parce que ça crée aussi des contre-pouvoirs. Pas de démocratie interne. Hein. Les militants de la France Insoumise ne votent que lors de consultations qui n'ont pas véritablement d'importance. Hein. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu un vote pour désigner Jean-Luc Mélenchon comme candidat, ou alors juste un vote d'approbation. La coordination des espaces n'est responsable devant personne, et surtout, il n'y a aucun moment où les militants définissent la ligne politique du mouvement. Hein. Et ça, elle a quand même sur certaines... Alors, la réponse qui est donnée, c'est de dire, bah oui, mais on a un programme. Et donc, au fond, la question du programme réglerait la question des débats politiques. Mais sur un certain nombre de lignes idéologiques, il y a eu très clairement une évolution de la France Insoumise qui ne s'est pas accompagnée de démocratie. Si on prend par exemple, je ne prendrai que cet item-là, la question de la laïcité, le rapport à la laïcité, il a beaucoup évolué entre la position républicaine traditionnelle qui était celle de Jean-Luc Mélenchon en 2017-2018 et la position actuelle. Bon, donc c'est un parti effectivement qui absorbe une partie de la société, mais qui en fait, et j'arrêterai là, le problème c'est qu'il n'a pas les moyens d'être un parti contre-société, parce que comme c'est un parti qui n'a pas de financement, il n'y a pas de moyens locaux, c'est un parti aussi qui organise la concurrence de ces groupes locaux, donc en fait il n'y a pas véritablement de moyens pour tisser des relations avec la société. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des cadres locaux ou des militants de la France Insoumise. Ce qu'ils voudraient, c'est des locaux. Ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas d'endroit où se retrouver. Alors là, ils ont lancé l'achat de sièges départementaux, mais ils en ont acheté 3 ou 4. Donc, voilà. Et donc, c'est finalement, la France Insoumise, c'est une réponse à la crise des partis politiques, mais très clairement aussi une réponse sous un mode très personnel. C'est-à-dire qu'en fait, les partis politiques, et on voit la même chose évidemment avec La République En Marche et Renaissance, qui est très très proche de son organisation de la France Insoumise, on a de plus en plus des partis qui sont des outils
pour asseoir une ambition présidentielle. Hein. Le parti d'Édouard Philippe ressemble assez fortement à ça aussi, même s'il est très fondé sur des élus locaux, donc avec une variante. Et même, alors j'ai pas étudié assez ça, mais là il y a eu quelques papiers dans la presse sur Place Publique et Glucksmann. On voit quand même aussi que le modèle du parti personnel, y compris dans ce type de parti, est très tourné vers cette idée qu'un parti doit être en soutien d'un candidat. Et donc, du coup, les partis qui ont plusieurs candidats ou qui n'ont pas de leadership naturel, c'est compliqué. Et là, c'est vrai qu'on va avoir, avec le congrès du PS, les congrès du PS, c'est toujours des moments paradoxaux. Parce que d'un côté, c'est des moments de vitalité démocratique où les militants débattent, et en même temps, c'est en général des moments où l'image qui est renvoyée des partis est quand même pas toujours très très bonne. Il faut quand même se souvenir, le dernier congrès du PS à Marseille, bon, c'était pas... Il y a le volet démocratie, et puis après il y a le volet, on fait des cartes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui quand même aussi à LR, hein. Ils font tous des cartes. Voilà, on fait des cartes au moment... Heureusement qu'il y a de temps en temps des votes internes pour faire rentrer des militants, parce que c'est à ce moment-là qu'on achète les cartes. Voilà. Donc la question de la démocratie dans les partis est quand même très très compliquée aujourd'hui. J'approuve ce message. Donc la France Insoumise, pas de structuration locale, même pas de locaux. Au PS, ça s'améliore parce qu'il commence à avoir des députés. Donc, et là, on voit très très bien que dans certaines villes, les députés s'ancrent localement. On voit ça avec François Piquemal à Toulouse, on voit ça avec David Guiraud à Roubaix, Nathalie Osiol à Montpellier. Bon, et puis bon, concrètement, je pense qu'il y a aussi pas mal de députés insoumis. Je ne sais pas si te disent ça, Boris, à l'Assemblée, mais qui se disent, bon, le père, là, va bientôt partir. Hein, c'est son dernier. Donc, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que va devenir le parti après la prochaine échéance présidentielle. Et un parti qui ne s'ancre pas localement, c'est un parti qui ne survit pas à son leader. Hein. Dans les cours de sciences politiques de première année, un des critères de définition d'un parti politique, c'est que l'espérance de vie d'un parti doit être supérieure à celle de son leader. Bon. Donc il y a quand même cette idée de pérennité organisationnelle. La France Insoumise ou Renaissance, là typiquement, on verra s'ils sont encore s'ils sont des partis politiques quand effectivement Emmanuel Macron aura définitivement quitté la scène politique ou quand Jean-Luc Mélenchon... Mais il avait déjà prévu d'arrêter la dernière fois, hein, quand il aura décidé véritablement d'arrêter. Donc il y a quand même cette idée qu'un parti politique, son institutionnalisation, passe par un minimum d'ancrage local. Pour répondre à ta question précise, est-ce que mes collègues de la France Insoumise évoquent la disparition de leur chef? Jamais. Non. En tout cas, ils m'en font pas la confidence. Voilà. Prions pour lui. Donc, voilà, donc tout ça pour... Au PS, en fait, on a presque trop de locaux, alors qu'à la France Insoumise, ils n'en ont pas. Trop de locaux, non, parce qu'il y a quand même beaucoup de locaux qui ont fermé. Hein. Honnêtement, c'est quand même un parti qui s'est littéralement effondré, le Parti socialiste. Hein. Moi, j'ai été donc militant au PS pendant quand même assez longtemps. Boris, tu as déjà dû venir à la Fédération socialiste. C'était un immense immeuble où il y avait une très très grande salle où quand il y avait un conseil fédéral une fois par mois, on se réunissait. On était 250. Ils ont vendu. Ils ont vendu le siège. Le nombre de permanents est passé de 13 à 3. Et la salle, elle a été divisée par 4. Donc, et dans la plupart... Aujourd'hui, le PS n'existe plus dans énormément de territoires. Hein. Faut mesurer... Le Parti socialiste n'a jamais été un parti de masse. Il n'y a jamais eu, à la différence du Parti social-démocrate allemand ou du Parti travailliste anglais ou évidemment des partis scandinaves. Mais voilà, il faut quand même être très clair. Entre 2012 et 2017, le PS s'est effondré, notamment municipal de 2014. Et aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 25 000 militants. Il y en avait 200 000 avant 2012. C'est un parti qui est encore avec quand même un âge des militants qui est quand même assez avancé, même si là... J'ai vu à l'université de Blois qu'il y a des jeunes qui reviennent, hein, il y a des jeunes qui reviennent, mais c'est vrai que voilà, le Parti socialiste aujourd'hui, il est ancré beaucoup plus que la France insoumise parce qu'il a beaucoup d'élus locaux.
hein, parce qu'il a beaucoup de maires, et on pourra en discuter d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment des maires d'ailleurs qui sont des outils de propagation du socialisme? On peut en douter, hein, tu vois. Boris, je discutais avec une amie qui est cadre dans le parti, qui me disait, ouais, mais les élus se désintéressent totalement du parti. Ils ne veulent pas investir dans le parti, ils sont dans leur gestion locale. Donc, est-ce que vraiment avoir beaucoup d'élus locaux, c'est un atout pour un parti politique? Oui, parce que ça contribue à le faire exister, mais est-ce que ce sont des agents vraiment est-ce qu'ils mettent en avant le Parti socialiste? Est-ce qu'ils défendent le mal, hein? Très souvent, aujourd'hui, tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi il n'y a pas beaucoup de militants dans les partis politiques, mais très souvent, les élus sont assez malthusiens dans le recrutement des adhérents. Un élu qui est notabilisé, qui est bien en place dans sa ville, il n'a pas forcément envie d'avoir 250 militants qui vont lui demander des débats, qui vont demander de la démocratie, qui vont lui demander du renouvellement. Il s'accommode de manière un peu malthusienne d'avoir des employés municipaux, des collaborateurs, et finalement, il a des relations avec la population qui fait qu'il peut se passer des partis politiques. Donc, il n'y a pas toujours de corrélation entre l'implantation militante et l'implantation élective au PS. C'est vraiment la question que je voulais poser à Boris Vallaud. En fait, comment on refait de cette implantation locale, qui a encore quand même la force du PS, en tout cas ce pourquoi il n'a pas, on va dire, disparu. Et en fait, on a l'impression dans le même temps que ça divise le parti en baronnies, que, en fait, voilà, justement, ce ne sont plus des vecteurs de propagation du socialisme. Comment on fait pour redonner cette dimension aux élus locaux, aux sections, aux fédérations, etc. D'abord dire qu'effectivement, le vieillissement des militants, même s'il y a des jeunes qui ont rejoint les rangs récemment, et la première chose qui m'a surprise, moi, quand j'ai commencé à militer, une fois, je me souviens rentrer chez moi et dire à mon épouse, c'est super, il y avait un père qui est venu avec son fils. Elle me dit, ah, c'est pas mal. Le père avait 85 ans, le fils en avait 60. Et donc, il y avait cette petite surprise. Non, il faut avoir l'honnêteté de dire que beaucoup de nos élus locaux créent des marques locales plutôt que de mettre le point et la rose sur leurs affiches. Voilà. Qu'ils savent qu'ils peuvent être localement emportés, en dépit de la qualité des politiques qu'ils conduisent, par un désamour national. On le voit bien, quand la gauche au pouvoir déçoit, ce sont les élections locales qui en payent d'abord en premier le prix. On l'a vu en 2015 avec les élections régionales. Et donc il y a la tentation, en effet, d'une certaine manière, de protéger des acquis. Et puis la désaffiliation politique produit la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de faire une liste dans la moindre commune socialiste que ce soit, sauf les grandes, mais avec que des socialistes. Donc il y a là aussi une diversité de profils. Et si le maire est socialiste, il veille à ce que ça ne soit pas un inconvénient pour le reste de ces listes. Et après, je veux dire, les militants comme les élus locaux, ils aimeraient savoir ce que le Parti socialiste propose aux Français. Et ils sont dans l'attente de la capacité qui doit être la nôtre, je le dis, à dire qui nous sommes, pour qui nous nous battons, et où est-ce qu'on emmène le pays. Alors la crise de tout ça, je formule une hypothèse qui est probablement totalement fausse, mais qui reste entre nous et qui explique une part de nos difficultés. Je pense que la gauche a gagné. Ouais, je note parce que tu n'es pas sûr. Non, mais c'est une réflexion qui circule, ça. Voilà. Non, mais les gens ne savent pas, en fait. Les gens ne savent pas. Quand je dis que la gauche a gagné, c'est qu'au fond, son grand récit historique est pour une large part accompli, pas parfaitement. Et on peut dire qu'on a conquis les principales libertés publiques, les principaux droits civiques, que depuis l'enfant de 8 ans, broyé par les dents de la machine du poème de Victor Hugo, jusqu'à aujourd'hui, on a quand même plutôt civilisé le travail. Travail des enfants, travail des femmes, travail de nuit, travail le week-end, sécurité au travail, représentation des travailleurs, congés payés. On a apprivoisé les principaux risques de la vie avec les sécurités sociales, maladie, retraite, chômage. On a démocratisé, même si c'est très imparfaitement, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. 60% d'une classe d'âge diplômée du bac, moi j'ai plutôt tendance à considérer que c'est une vraie conquête républicaine, plus qu'un nivellement par le bas. Tout ça, évidemment, est imparfait, très fragile par ses marges, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers les mailles du filet, il y a des risques nouveaux qui se font jour.
Mais surtout, depuis 40 ans, tout ça est percuté par le néolibéralisme, qui est la contestation de tout ça. La contestation de la socialisation, la contestation de l'impôt, la contestation de la puissance publique, la contestation de l'État. Et nous en sommes finalement à résister à un monde qui se défait. Et on a raison de le faire. Mais ce faisant, la question peut se poser de savoir si on n'est pas devenu des conservateurs. Et quel est l'imaginaire nouveau que l'on produit? Comment on est capable de dire aux hommes et aux femmes pour lesquels on se bat, la vie de demain, votre vie, par votre travail, par vos études, sera meilleure que celle de vos parents? Qu'elle sera meilleure pour vos enfants que pour vous-même? Évidemment, c'est difficile d'en formuler la promesse, mais on a besoin de se poser la question. Aujourd'hui, il va y avoir des histoires de programmes, mais de quels sont les imaginaires qu'on mobilise? Quelles sont les batailles culturelles qu'on réengage parce qu'on les a perdues? Et on le fait dans un moment qui est extrêmement difficile, parce que vous l'avez bien compris, je n'ai pas sûr qu'il y ait la place pour un récit heureux. Et vous regardez les offres politiques, le Rassemblement national font son discours sur les peurs, la France insoumise sur les colères, peut-être les écologistes sur une forme d'irrémédiable effondrement. Il y a cette espèce d'impératif gestionnaire, ce petit positivisme d'En Marche. Les communistes, dans leur dernier programme, on appelait ça les jours heureux, mais on peut même dire que là, d'où tu parles, je parle de 1944. Et donc, il y a cette dimension conservatrice. Nous, on dit, aimez-nous pour ce qu'on a été. Pas mal. Enfin, c'est insuffisant. Et donc, on a besoin de mobiliser ces imaginaires et la possibilité du récit heureux. Pour l'opposer à quoi? Pour l'opposer à quelque chose qui est extraordinairement puissant, on le voit dans le monde, et qui est l'outil de la progression de l'extrême droite, c'est l'autorité de la peur. Et l'autorité de la peur est quand même une chose extraordinairement puissante, parce qu'elle mobilise des choses qui ne sont pas rationnelles. Elle mobilise, au fond, plus des émotions que la raison. Et nous, on a à construire ça. Et donc, je pense que dans les semaines, les mois qui viennent, pendant ce congrès, après ce congrès, il y aura cette nécessité de mobiliser un imaginaire. La nécessité de ces récits heureux. Et on aura besoin de se poser la question de la place des émotions, de la place de la culture, etc., etc. Et je pense que le programme du Parti socialiste, comme ça avait été le cas avec Mitterrand, il doit être social et, disait-il, culturel. Donc on a besoin de ça. Je ne sais pas comment je suis parti là-dedans, mais je vais arrêter cette phrase-là. Oui, mais on va peut-être poser... Je vais en faire un mot de la fin. Et puis... Ok, alors, non mais juste, c'est vrai que c'est une question... que la gauche aujourd'hui, elle est sans doute perçue comme conservatrice, elle est perçue comme sacrificielle aussi. Hein. Effectivement, ça c'était des travaux aussi du philosophe Michael Fossel que je trouvais très intéressant. C'est l'idée qu'en fait, c'est vrai que la gauche, elle est beaucoup dans la résistance et pas beaucoup dans des idéaux de bonheur, effectivement. Hein. Elle résiste à ce flux. Alors après, pour dire quand même que le projet de gauche, à mon avis, est toujours à réinventer, effectivement, aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de bien-être dans la société, mais en même temps, il n'y a jamais eu les inégalités sociales se sont beaucoup réexacerbées depuis les années 80. Hein. Globalement, l'âge d'or de social-démocrate, ça a été les 30 Glorieuses qui correspondaient aussi à une période de croissance. Et aujourd'hui, quand même, on voit bien, même si effectivement, grâce à la gauche, grâce aux États sociaux, grâce à l'État-providence, grâce à la socialisation des dépenses sociales, ça, on le doit à la gauche. Les gens l'ont oublié, mais en même temps, la société produit sans cesse de nouvelles inégalités. Et aujourd'hui, en plus, concrètement, on n'en a pas beaucoup parlé pendant le débat, mais c'est normal. Il y a aussi d'autres nouvelles formes de domination qui émergent autour de la question du genre, autour des questions raciales, etc. Et donc, du coup, ça, c'est aussi une grande difficulté de la gauche. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est comment la gauche, elle essaie à la fois de garder quand même cette idée de classe sociale, parce qu'elle est au fondement quand même de son logiciel idéologique traditionnel, mais aussi en intégrant de nouvelles préoccupations sociétales qui sont très forte dans une partie de la population, qui est le droit à la différence, le droit à la différence sexuelle, etc. Et ça, c'est aussi un défi redoutable pour la gauche.
Hein. Bon, voilà, c'est redoutable. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que la gauche ne s'adresse pas simplement qu'à certaines catégories de la société, et comment et ça aussi, bon, il y aurait, dans ce débat, moi ça m'a beaucoup intéressé, ce débat Ruffin-Mélenchon sur la question de aujourd'hui la gauche des bourgs, la gauche des tours. Bon, aujourd'hui, la gauche, c'est quand même essentiellement les métropoles. Faut être clair. Et aujourd'hui, finalement, plus on s'éloigne des métropoles, plus la gauche est faible. Ça, c'est quand même une question. La question de la géographie de la victoire de la gauche, c'est une question essentielle. Et ça, je pense que ça renvoie aussi à la question organisationnelle. C'est parce que si la gauche est très très faible hors des villes, en fait, où elle est parfois totalement absente. Et donc cette question, voilà. Donc il y a encore quand même beaucoup de défis pour la gauche, et il y a beaucoup de travail. Peut-être que la gauche a gagné, mais il y a encore de nouvelles batailles à mener quand même. Hein. J'avais pris les précautions en disant ça. Hein. Pas tout à fait gagné, quoi. Ouais. Alors donc, une dernière question pour un mot de la fin de votre part, Boris Vallaud. Dans un article paru en 2017, Rémi Lefebvre dénonçait ce qu'il appelle le mythe organisationnel de la rénovation du PS à chaque congrès depuis les années 90. Qu'en pensez-vous et comment vous proposez-vous de dépasser ce mythe justement au prochain congrès? C'est une vraie question, ça. Moi, je crois que je ne sais pas si c'est une refondation. Enfin, c'est vrai qu'on passe notre temps à rechapper les trucs, hein, nous. Mais j'ai acquis, depuis que je suis député, peu de certitudes, mais j'ai affirmé quelques convictions. D'abord, c'est qu'au fond, et on le voit bien, on est dans un état de faiblesse considérable, mais la désespérance politique, qui parfois nous gagne, elle ne naît pas des batailles perdues ou d'un rapport de force qui est défavorable. Elle naît du fait qu'on a perdu de vue les raisons de se battre et qu'on a perdu de vue celles et ceux pour lesquels on se battait. Et qu'il y a dans notre reconquête des cœurs et des âmes la nécessité, et je reviens à mon point de départ, de renouer avec les vies vécues, de réécrire cette langue commune entre le peuple et ses représentants. Une langue simple avec laquelle les gens parlent d'eux-mêmes, parlent de leur vie. Et que de ce point de vue-là, l'organisation du parti, en partie de service, en partie d'éducation populaire, en partie d'accompagnement des militants, en partie de proximité, il est absolument essentiel. Parce qu'en réalité, c'est depuis les militants que l'on nourrit notre projet. Et puis, la seconde chose, c'est qu'on a besoin d'un corpus doctrinal. On a besoin de remettre les idées au centre. Il y a eu dans un certain nombre de campagnes un malentendu. Quand Benoît Hamon propose le revenu universel, le grand malentendu, il est dans l'idée sous-jacente de la disparition du travail, de la fin de la centralité du travail. Et en même temps, nous oublions que nous étions un parti travailliste, un parti de travailleurs, que nous ne pensions pas les mutations du travail, sa centralité dans nos vies personnelles, dans la société. Et on a besoin, dans le moment que nous sommes, de penser tout ça. Vous savez, il y a un rendez-vous qui est un rendez-vous manqué pour tous, et en particulier par la gauche. Et moi, j'en nourris le regret dans le travail doctrinal que nous avons très imparfaitement conduit. C'est que nous avons vécu, et c'est très rare, une expérience commune à tout le pays. Une expérience commune à tout un continent, au monde entier. C'était la Covid. Il y a peu de moments quand même fondateurs comme celui-là. Il y a les guerres. Mais là, nous avions la possibilité de prendre appui sur les leçons de la Covid pour interroger notre rapport au travail, notre rapport à la santé, la hiérarchie de nos urgences, dire ce qui avait de la valeur pour nous, ce qui n'en avait pas. Et nous n'avons rien fait. Quand je dis ça, c'est qu'il a fallu que les usines soient à l'arrêt pour qu'on se dise que finalement, la vie a peut-être plus d'importance que l'économie. Il a fallu qu'on ait besoin plus souvent des infirmières, des éboueurs, des caissières, des ouvrières de l'agroalimentaire que des conseillers en optimisation fiscale, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas non, pas encore de conseillers en optimisation fiscale. Je crois qu'ils n'ont pas chômé pendant la Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que la valeur, pour la première fois, avait changé de camp. Et le moment était venu d'une radicale reconsidération économique et sociale des métiers du soin et du lien. Pour aller vers quoi? Vers une société qui était guidée non pas par le PIB, mais par la pleine santé, par la vie large dont parle Jaurès, c'est le titre du livre d'ailleurs de Paul Magnette.
On a raté ce rendez-vous. Et je crois qu'il faut, dans le travail que nous avons à faire, là aussi, se poser la question de savoir ce qu'il y a de la valeur, ce qu'il n'y en a pas. Quelle est la reconnaissance de l'utilité sociale? Le marché est incapable de reconnaître l'utilité sociale. C'est pour ça que si on continue comme ça, une aide-soignante sera toujours moins bien payée que n'importe lequel des conseillers de chez Ernst & Young. Lui, il ne produit rien. Hein. Vous savez, vous connaissez... Pardon, ce n'est pas tout à fait ma conclusion, mais... Vous savez, en 68, il y a une grève des éboueurs à New York. Donc les New-Yorkais gueulent le premier jour en disant « mais pourquoi ils font grève quand même ?» Deuxième jour, ils gueulent parce que ça commence à être un peu cracra. Troisième jour, il y a des rats. Cinquième jour, la ville est paralysée économiquement, plus personne ne peut circuler, donc ils obtiennent satisfaction de leurs revendications. L'année suivante, il y a la grève des banquiers centraux en Écosse. En fait, c'est les réseaux de banques. Ils font la grève un jour, tout le monde s'en fout. Ils font la grève une semaine, tout le monde s'en fout. Ils font la grève un mois, 6 mois, tout le monde s'en fout. Parce qu'en réalité, c'est dans les cafés qu'on avait fait les débits crédits pour faire le rôle de banquier. Et en fait, ils reprennent le boulot. Parce que je veux dire, c'est que là, on s'est dit, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Ce dont on ne peut pas se passer, ça a de la valeur. Et je regrette, parce que pour la première fois, nous avions une expérience commune qui nous disait de quel côté était la valeur. Et donc, du coup, il y avait une reconquête des classes populaires. Et au fond, là où on avait la possibilité d'un changement de modèle, parce qu'il y avait un ultimatum écologique et social, mais aussi politique, on l'a raté. Et plutôt que le changement de modèle, on a construit le retour à la normale. Et vous le voyez bien dans tous les débats que nous avons aujourd'hui, sur le quoi qu'il en coûte. On va faire payer le quoi qu'il en coûte à celles et ceux qu'on a applaudis à 20h. Et c'est là que c'est insupportable. Et donc la reconquête des classes populaires, c'est-à-dire des classes laborieuses, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, c'est la seule chose qui doit nous guider. Bon, là aussi, je ne sais pas comment je me suis lancé là-dedans, mais je terminerai cette phrase un autre jour. Merci beaucoup à tous les deux.